Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à celles et à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, je reçois Gordon Zola. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter, donc vous êtes le fondateur des éditions du Léopard Masqué, Oui. seul éditeur français de romans humoristiques et qui développe des auteurs issus de la tradition française de l'humour, de Pierre Dac à Alphonse Allais. Oui, ou de Alphonse Allais à Pierre Dac, en passant par un certain nombre d'autres gens comme Marcel Aimé, René Fallet, plus proche de nous, San Antonio bien évidemment, Ouais. tout un tas de joyauderies spécialisées dans le roman humoristique. Voilà. Tout à fait. Alors, je vous ai invité aujourd'hui dans ce quart d'heure de célébrité parce que il se trouve que je suis éditeur aussi et j'ai suivi votre parcours d'éditeur assez chaotique, quasiment plus que le mien, Oui, c'est dire. Parce que oui, c'est un euphémisme. Oui. Alors, première question, comment va votre maison d'édition? Depuis combien de temps existe-t-elle? Est-ce que vous pouvez brosser le tableau? Oui, j'ai créé les éditions du Léopard Masqué en 2004 afin de prescrire le roman humoristique sous toutes ses formes. Parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait un manque sur le marché de l'édition. On sait que l'humour se retrouve un peu partout, sur scène, au théâtre, au cinéma, sauf qu'en littérature, dès l'instant où on associe les deux mots de littérature et humour, il y a comme une fuite un peu curieuse. Donc je me suis dit, tiens, il y a vraiment une niche à prendre, il y a un créneau à développer, et puis ce qui permettrait effectivement de produire les enfants spirituels de Pierre Dac, enfin les gens qu'on a cités, Marcel Aimé, San Antonio, etc. Donc parti de ça, je suis parti en 2004 sur la création du Léopard Masqué. Et on a commencé avec 3 livres, puis 4, puis 5. Puis Vous avez combien aujourd'hui? Aujourd'hui, une bonne quarantaine. Quarantaine. Une bonne quarantaine spécialisée donc uniquement dans le roman humoristique. Alors, ça peut être bien sûr tout ce qui est pamphlet, satire, On va y venir d'ailleurs. roman historico-déconnant, pastiche, parodie. Enfin, Et alors, on peut avoir une idée d'une vente moyenne d'un livre chez vous par exemple? c'est difficile, disons qu'on a eu un gros score à un moment donné avec un titre qui s'appelle C'est pas sorcier Harry, qui était un thriller totalement déjanté autour d'Harry Potter, qui lui a franchi la barre des 17 000 en grand format. Il était vendu chez Pocket après, donc il a refait un score chez Pocket, donc c'est un livre qui a dépassé les 30 000 donc pour nous c'est beau, c'est beau. Alors, il se trouve que pour Enquête et Débat, j'ai réalisé un article sur les renvois d'ascenseurs dans le service public et je suis tombé sur une de vos vidéos où vous étiez en train de battre un duel, disons, avec un faux duel. un faux duel. Ouais. Alors, on va y venir justement avec Zemmour et Nolo, mais avant ça, la première chose que j'ai appris, c'est que vous aviez eu un procès par les héritiers d'Hergé. Alors, j'ai bien noté 2 ans de procédure très lourde avec descente de gendarmes, policiers, voilà, avec et tout ce qui va avec. Et condamné à combien? Enfin, est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça? Oui, enfin c'était assez simple. En novembre 2008, je lance une collection qui me semblait assez délirante, qui était les aventures de Saintin et son ami Lou. Donc c'était une saga romanesque. J'avais décidé de parodier l'intégrale de l'œuvre d'Hergé, donc album par album, qui devenait roman. Et je racontais les aventures du fils présumé de Tintin. Ça s'appelait Saintin et son ami Lou. Et c'était complètement déconnant. Et donc je sors les 4 premiers entre janvier 2009, à peu près, novembre 2008, janvier 2009, et en février 2009, on voit chez mon imprimeur et chez mon diffuseur Volumen, on voit descendre une escouade de gendarmes avec les huissiers, donc ils mettent des scellés partout, ils me piquent mes fichiers informatiques, enfin une descente de police totalement... Alors, quel était votre crime? Et j'avais soi-disant, donc j'étais un contrefacteur, pardon, donc j'étais condamné pour contrefaçon. Alors, pour bien dire les choses clairement, en fait, vous faites de la... je trouve pas le terme là, mais c'est une parodie. C'est de la parodie. C'est la parodie. Et ça peut être considéré comme de la contrefaçon? Logiquement non. C'est-à-dire qu'en fait, la parodie a des codes, a des canons auxquels j'étais habitué, puisque j'en avais fait déjà un certain nombre. Donc j'étais resté sur ces canons-là, et j'étais quasiment sûr à ce moment-là d'avoir bien bordé mon travail. Il s'avère qu'en face, on se retrouvait face à des gens très durs et très à cheval sur leur défense patrimoniale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, on les connaissait pour ça. D'ailleurs, tout le monde m'avait dit attention, ne touche pas à Tintin parce qu'ils vont te tomber dessus. Je n'ignorais pas qu'ils me tomberaient dessus. Ce que j'ignorais en l'occurrence, c'est qu'on pouvait faire croire à un juge que des petits romans de petits formats, comme ça, des petits romans totalement pastichés, parodiés, pouvaient être considérés comme des contrefaçons. Et là, c'est là que le procès a vraiment commencé. Nous, on défendait l'axe parodique, et eux,
attaqué en disant 4 chefs d'inculpation, parodie, donc non-parodie, adaptation littéraire, contrefaçon, parasitisme, et puis je ne sais plus quel est le quatrième. Ouais. En fait, tous les chefs d'accusation sont tombés 3-4 mois plus tard, sauf le parasitisme. Et en fait, j'ai été d'un côté relaxé, c'est-à-dire que j'ai pu remettre les livres sur le marché, j'ai pu continuer la série, tout en étant condamné pour parasitisme, mais à une somme colossale qui avoisine, tout confondu, ça faisait 72 000 euros. 72 000 euros. Donc c'était colossal. Ouais. J'ai fait de ça, j'ai fait appel. Ouais. J'ai interjeté appel. Donc c'est suspensif? Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est là que ça devenait compliqué pour moi en tant qu'éditeur indépendant, c'est que c'était pas suspensif du tout, donc il fallait que je paye. Ouais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai, par un certain nombre d'éléments, je me suis, quand les huissiers sont arrivés, j'ai réassigné Moulinsart, qui est donc la maison qui gère les droits de Dergé. Ouais. Je les ai assignés en disant non, moi je ne peux pas payer, donc je demande un Sursis? sursis. Ouais. Donc, reprocès, on perd à nouveau. C'est-à-dire qu'on perd en disant non, monsieur, vous pouvez payer, vous payez. Je monte, chiffre à l'appui que je ne peux pas payer, Ouais. je n'ai pas les fonds nécessaires. Donc, je retrouve encore les huissiers qui reviennent pour la 2e ou 3e fois et que ça recommence. Et là, je réassigne à nouveau, Ouais. selon mon avocat, bien sûr, je réassigne en disant laissez-nous au moins un échéancier. Ouais. Donc, là, on refait un procès et là, je gagne sur l'échéancier, j'ai le droit à un échéancier qui était de 3 000 euros par mois. Quand même. Il fallait que je verse 3 000 euros par mois. Donc j'ai bien sûr tout fait pour essayer de payer la première échéance. J'ai trouvé l'argent, ça paraît rien 3 000 euros, mais vous savez ce que c'est en tant qu'éditeur indépendant. J'ai réussi à payer la première échéance. À la 2e échéance, j'ai dit stop, je ne peux plus. Et on a comme ça réussi à aller jusqu'à l'appel. D'accord. L'appel est arrivé donc en février, là, tout récemment, Ouais. en février 2010. Et en février, tout est tombé. Ils ont été déboutés de la contrefaçon sur laquelle ils étaient revenus. Ils ont été déboutés du parasitisme. Et on a fait une grande avancée sur le plan juridique, puisque là, le juge a vraiment bien bordé l'affaire. Vous avez créé une jurisprudence en fait. Techniquement, je ne sais pas si vraiment une jurisprudence. Ce qui est certain, c'est que des choses n'avaient pas été écrites dans la loi, ce qu'il est maintenant, à savoir dès l'instant où on reconnaît une parodie, elle ne peut pas être consécutive d'actes parasitaires. Ce qui n'était pas le cas, puisque j'avais été condamné pour ça. Et on s'était dit, et moi j'avais posé, je crois, la bonne question dès le départ, c'est dites-moi la différence entre une parodie parasitaire et une parodie non parasitaire. Il me semblait que la question de base, c'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut ne pas, entre guillemets, dès l'instant où on enlève le côté péjoratif du parasitisme, qui l'est toujours, je ne vois pas trop comment on pouvait être parasite en étant parodieur. Alors deux questions qui me viennent à l'esprit, c'est un, est-ce que vous estimez que la présomption d'innocence a été respectée vous concernant? Bon, on va commencer par là. Non, j'ai envie de dire non, mais d'un autre côté, il y a des lois, c'est-à-dire que dès l'instant, le côté un peu tangent de la chose, c'est que à un moment donné, les avocats de Moulinsart ont réussi à monter un dossier et convaincre un juge de signer, de tamponner l'acte de Oui, ça aurait contrefaçon. pu tuer votre maison. Totalement. Ça aurait pu tuer la maison. D'ailleurs, ce qui était très très bizarre, et j'ai encore pas eu la réponse, c'est que à la première instance, quand on a été donc condamné pour parasitisme, il y avait une clause qui disait bien que vous ayez été arrêté pour contrefaçon, bien que Moulinsart ait perdu pour la contrefaçon, vous ne pourrez pas vous retourner contre Moulinsart. Ouais. Je n'ai pas compris pourquoi c'était possible. C'est une décision du juge. Et pourtant, vous n'avez pas réussi à les faire condamner in fine? Si, in fine, on se retrouve effectivement, là, c'est eux qui nous donnent des dommages et intérêts. Ouais. Bon, c'est 10 000 euros de dommages et intérêts purs, ce qui est assez peu, mais c'est une somme quand même, et 12 000 euros de dédommagement. Il faut savoir que, bien sûr, tout ça ne rembourse absolument couvre pas vos frais d'avocat. même pas la moitié, puisque les avocats sont relativement colossaux, ils avoisinent facilement les 25-30 000 euros. Donc vous avez perdu dans l'opération de l'argent. Ah, ça m'a ruiné. Ah oui. Il faut le dire clairement, ça m'a complètement ruiné. L'argent que j'avais mis de côté et que j'avais destiné à la promotion de mes nouveautés a été totalement engouffré dans la machine Vous me judiciaire. disiez avant qu'on commence que votre maison n'a pas eu d'activité pendant 8 mois, c'est ça? En fait, tout était bloqué. Et là, je vous apprendrai rien en tant qu'éditeur indépendant. Quand vous partez sur un projet, vous avez du mal à en courir 3 ou 4 en même temps. On n'est pas Gallimard. Donc dès l'instant où je m'étais concentré sur ce petit projet très sympathique qui nous amusait beaucoup, j'ai mis ma force financière légère sur cette affaire. Donc du coup, j'ai un peu au détriment d'autres pistes. Donc du coup, dès l'instant où on était arrêté pour ça, on était bloqué pieds et poings liés. Alors, ce que j'ai fait en cours de route,
J'ai republié un bouquin, 2 bouquins pour essayer de maintenir la trésorerie. de maintenir un peu de trésorerie, de fournir, parce que j'avais un contrat quand même avec Volumen, de fournir quand même de la nouveauté. Mais c'était très bancal parce que c'était pas la nouveauté qu'ils attendaient, c'était pas le contrat sur lequel on était parti. Donc je le faisais sachant que je perdrais de l'argent, mais au moins je comblais le trou financier avec le diffuseur. Bon, Ils auraient pu vous laisser tomber aussi. Enfin, on connaît les diffuseurs, c'est pas, ou les distributeurs en Ils général. m'ont ni laissé tomber, ni vraiment épaulé. Disons qu'ils sont restés neutres, ce qui est déjà pas mal. Et alors, autre question, est-ce que les médias sont intéressés à votre histoire? Alors les médias, il y a eu beaucoup de médias au moment où j'ai été attaqué, effectivement, parce que j'ai quand même... Ça a alerté au début, on a eu du mal à me croire. Je vous assure qu'un écrivain peut voir aujourd'hui descendre une escouade de police pour l'empêcher d'écrire. Oui, ça c'est possible. Donc là, ça a fonctionné un peu. Après, bien sûr, il y a eu un no man's land pendant plusieurs mois. Et puis c'est revenu quand on a gagné. Là, effectivement, on a remédiatisé un petit peu. C'est pas non plus. Moi, j'en avais pas entendu parler. Oui. Pourtant, si, on a quand même eu, je sais pas, je vais vous dire en bref, on a quand même eu France 3, on a eu les matinales Canal+, on a eu l'Énergie, on a eu la télévision, on a eu la télé, on a eu Ouest France, on a eu Dauphiné Libéré, on a quand même eu beaucoup de choses. Après sur Internet, ça a été pas mal diffusé aussi. Mais c'est vrai que dès l'instant où on ne touche pas les très très gros médias, vraiment très très gros, je veux dire, voilà, il suffit de pas avoir regardé Canal+ le matin, on passe assez vite. Et puis on a cette impression malgré tout que les policiers sont plus aptes à aller s'occuper d'un écrivain que peut-être de la délinquance, la vraie. Oui, enfin, encore, je n'ai même pas envie de séparer forcément les choses, mais ça paraît ahurissant qu'il n'y ait pas vraiment une présomption d'innocence sur ce genre de choses, ça c'est clair, on est bien d'accord. Alors, donc, pour rester sur l'article dont on parlait au début, qui m'a fait découvrir cette histoire, donc avec Zemmour et Nolo à Café Picouli, j'aimerais qu'on en dise 2 mots parce que justement, c'était un livre de parodie où vous critiquiez Zemmour et Nolo. Donc, est-ce que vous pouvez parler de l'émission? En fait, c'est plus délicat que ça. Ouais. En réalité, ce livre faisait partie de cette chose que j'ai proposée à mon diffuseur justement pour pallier le problème que j'avais avec les Saintins. Et j'ai eu une idée qui me semblait assez marrante. J'étais parti d'exercice de style de Queneau, qui racontait une petite histoire de 99 façons différentes. Et je me suis dit, tiens, si j'adaptais ça à la critique littéraire, c'est-à-dire je prends en l'occurrence une trentaine de livres, de la guerre des Gaules au dernier Bec BD, et puis je leur adapte une critique littéraire. J'explique comment on fait une critique amphigourique, comment on fait une critique antiraciste, comment on fait une critique xénophobe, comment on fait une critique, etc. Et après, j'associe l'arsenal de mots qui va avec. Donc je fais une critique, par exemple, je me souviens sur Bec BD, j'avais fait son dernier livre, j'avais fait la critique égocentrique. Donc pendant que je fais la critique de Bec BD, je ne parle que de moi. Ouais. Voilà, je le récite. Voilà. Et c'est simplement pour dire que quand on prend un postulat de départ sur une critique, on peut dire blanc ou noir, on peut dire le contraire en fait, c'est juste une question de postulat de départ. On peut être totalement détaché d'une sincérité. Donc en fait c'est une critique des critiques. Si c'est un guide critique à destination des critiques littéraires. C'était ça le gag en fait. Ouais. Et j'avais pris, pas en ligne de mire, mais j'avais pris en bannière en quelque sorte, j'avais pris Zemmour et Nolo, Zemmour et Zolo, que je trouvais les plus représentatifs aujourd'hui d'une critique lapidaire, en fait, d'une critique rapide, télévisuelle et spectacle en fait, qui est totalement détaché. Alors, et en fait, ce qu'ils détestent, ils détestent qu'on leur dise ça. Et en fait, le problème qui s'est passé, c'est que j'ai été, en fait, moi j'avais envoyé un bouquin à Ruquier. À la bande de Ruquier, c'est là que je me suis rendu compte que la bande de Ruquier était la même que la bande de Picouli. C'est la même production. Et en fait, c'est la bande de Picouli qui m'appelle. Alors que je ne l'avais pas envoyé à eux en fait. Bon. Ah oui. Donc du coup, intéressant. Oui, je trouvais ça intéressant. Oui, c'est ce qu'on voit à chaque fois qu'il sort un bouquin, il est chez Ruquier et inversement. Ouais. Bon, mais ça, on sait comment ça marche. Mais là, sauf que là, c'était pour vous descendre en fait. En fait, je l'ignorais. C'est pas que c'était pour me descendre, c'est qu'en fait, ils sont arrivés en me disant voilà, vous avez fait un livre sur Zemmour et Nolo. Alors je fais non, je fais un livre sur le guide critique et je prends Zemmour et Nolo en bannière. Et ils essayaient de me faire dire à chaque fois que je disais quelque chose, ça a duré assez longtemps, 2 fois 3 quarts d'heure, je disais un truc, non, ça ne les intéressait pas. Ce qu'ils voulaient, parce que mon propos c'était de dire que le problème n'était pas qu'ils soient sincères ou pas sincères, que le propos c'était que, comme c'est toujours les mêmes qui viennent, c'est les 40 mêmes invités qui viennent, c'est Ben Chetrik qui vient 4 fois, c'est Mathilde Alémé qui vient à chaque fois qu'elle sort un bouquin sans intérêt, etc. Comme c'est toujours les mêmes,
même s'ils sont sincères à chaque fois, leur sincérité est forcément dirigée vers l'envie de l'audience, ce qui peut se comprendre. Mais il faut simplement... Il faut voir le niveau des invités aussi. Mais c'est toujours les mêmes, et puis quels invités en fait. Voilà. Et simplement ça, je voulais dire, m'en amuser en fait, en quelque sorte. Ouais. Et à chaque fois que je disais ça, non, mais dites-nous du mal d'eux, vous les critiquez. Alors, donc après, ils gardaient uniquement, je pense qu'ils ont fait au montage, ils ont gardé uniquement les choses où je leur sers la soupe. Donc évidemment, c'est complètement. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça totalement incohérent par rapport à ce que je voulais dire. Ça n'avait rien à voir. Et alors, il y a autre chose qui m'a paru frappante, c'est sur l'inégalité du dispositif. C'est-à-dire qu'eux étaient en plateau et pas vous. Ils vous coupent la parole quand ils veulent. Vous ne pouvez pas répondre. C'est pas une critique qu'on peut qualifier d'armes égales. Comment vous avez vécu ça, vous? Ah bah, très mal. Très mal. Franchement, d'ailleurs, je parle assez peu avec Picouli parce que je le croise de temps en temps sur les salons, mais franchement, je trouve ça assez inintéressant et surtout bas de plafond parce qu'en réalité, tout ça est fait pour servir la soupe des invités. C'est très bien, mais ils n'annoncent même pas qui je suis. Gordon Zola, l'autre dit oui, c'est un nom un peu con, etc. On ne sait pas d'où je viens, on ne sait pas que j'ai créé une maison d'édition il y a quelques années, on ne sait pas que j'ai publié 25 romans à mon nom, on ne sait rien. J'arrive juste comme une espèce d'électron comme ça qui se heurte à Zemmour et Nolot, ce qui n'était pas du tout mon propos de base en fait, et qui ne représente absolument pas ce que je fais. Donc moi je veux bien leur servir la soupe, mais j'aurais préféré être sur le plateau pour pouvoir répondre directement. Voilà, donc c'est là où peut-être ça leur aurait dérangé, quoi. Peut-être, mais c'est surtout que ça montre bien l'effet de la télévision. C'est une arme extrêmement dangereuse à laquelle il faut des fois peut-être pas scolter ou scoltiner quand on n'est pas trop armé pour ça. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est de bonne guerre. Alors, on pourrait toutefois vous reprocher sur l'émission, enfin je pourrais toutefois vous reprocher que, étant humoriste, ou écrivain humoriste, vous avez peut-être manqué un peu d'humour. Complètement. Et alors, est-ce que c'était voulu ou pas? Non, pas du tout, parce qu'en fait, le problème, c'est que je me trouvais piégé. C'est-à-dire, je me trouvais face à des gens qui ne voulaient pas entendre autre chose que ce qu'ils avaient prévu. Il fallait que je les titille, que je dise du mal, que je dise le rap, machin. Donc, j'avais strictement rien à faire. Donc, j'avais aucune latitude, en fait, pour... Et puis alors, il y a une autre chose, c'est que c'est très très difficile de faire de l'humour sur quelque chose qui est complètement neutre. Ouais. Là, objectif de caméra. Ouais. De caméra, c'est complètement. L'humour, c'est aussi le sens de la répartie, c'est aussi quand vous avez affaire à quelqu'un, c'est être pertinent au bon moment, voilà, tout ça, il faut être avec quelqu'un, il faut s'amuser, tout ça. Alors, bon, de toute façon, ils ne m'interrogeaient pas pour faire de l'humour, on est bien d'accord. Voilà. Par contre, en amont, ce qui était assez amusant, c'est quand j'ai discuté longuement avec la directrice de production, et j'expliquais, je lui disais ce qui est dommage, c'est que vous invitiez toujours les mêmes, et qu'en définitive, on coupe le pluralisme que génère la création en France par des émissions prisme comme ça sur le petit créneau, le petit Comment elle a répondu alors? Elle me disait mais non, pas du tout. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est parce que les éditeurs font vraiment des livres finalement assez médiocres et en définitive on est poussé à n'inviter que ça? Et je lui ai fait écoutez, vous êtes l'exemple même, je suis l'exemple même par rapport à vos yeux du fait que c'est faux, puisque ça fait des années que je vous envoie des livres que j'estime originaux, amusants, décalés, etc., auxquels vous ne répondez pas. Comme je ne suis pas plus con qu'un autre, j'ai bien compris qu'il fallait jouer avec le système. Quand j'écris sur vous, là vous me répondez dans l'heure. Dans l'heure, je reçois un coup de fil de la production, je dis votre bouquin est vachement intéressant, etc. Parce que je parle de vous, je parle de Zemmour et Nolot. Mais sinon, dès l'instant où je fais un livre qui s'appelle Dieu n'aime pas les fonctionnaires, qui est un thriller totalement délirant à la Boris Vian, et l'instant où j'essaie de pourquoi et comment j'ai islamisé Saint-Germain-des-Prés, qui sont des bouquins humoristiques sur le terrorisme, l'humour dans le terrorisme, etc. Mais peut-être un peu dérangeant, amusant, la personne répond. Donc je ne dis pas, il y a tellement de choses qui se font, il y a tellement d'éditeurs qui proposent tellement de bouquins, je sais où on met les pieds. Mais après, il ne faut pas nous dire que c'est parce que les éditeurs proposent que de la merde. Ah, c'est-à-dire qu'elles vous disent, en fait, vous êtes nuls. Pas nous, non. L'édition en général. L'édition. Ne propose rien d'intéressant, donc c'est ça le truc. Alors on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité, on a même un peu débordé, mais c'est pas grave parce que c'est intéressant. Puis on ne vous voit pas souvent, comme la plupart des petits éditeurs indépendants. Oui. Petits éditeurs par la taille, mais pas par la qualité évidemment. Puisque moi je voulais quand même parler de Nolot, parce que c'est un cas qui me paraît assez intéressant. Lui il vient de l'édition, et il a délaissé petit à petit
sa maison d'ailleurs qui vient d'être rachetée, il en fait quasiment plus partie, pour la télévision. Ouais. Et est-ce que on a l'impression qu'il a un peu perdu son âme? Est-ce que c'est votre impression aussi? Non, c'est un choix. Je peux très bien comprendre qu'après avoir galéré pendant 25 ans dans l'édition et qu'il est brillant en télévision, je pense que ça peut être assez naturel. Après, c'est son problème à lui face à ce qu'il voulait, ce qu'il veut faire. Maintenant, c'est comme tout, et c'est comme quand on critiquait Belmondo de faire des films populaires, et lui disait mais les films populaires permettent de faire les films plus difficiles. Est-ce que, je ne sais pas si lui derrière, ça lui permettra, l'argent qu'il gagne en télévision, lui permettra de recréer une autre boîte et pour repromotionner des choses qui lui tiennent peut-être plus à cœur. Je ne sais pas si on peut juger comme ça. Moi, ce que j'aime moins, effectivement, c'est cette idée avancée par ces critiques-là, par cette nouvelle critique, qui consiste à dire, parce que c'est amusant, c'est que c'est une nouvelle critique qui est devenue star en fait. Avant, les critiques n'étaient pas stars. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que disent ces gens-là, pas ce que disent les auteurs. Mais donc c'est quelque chose qui a changé dans le paysage audiovisuel. Mais ça reste du spectacle. Ça reste du spectacle. Alors, bon voilà, maintenant, j'ai pas d'autres... Non, j'ai pas une critique particulière, je trouve simplement qu'il manque souvent, pour moi, de cohérence, oui, quand il dit, à un moment donné, ça m'avait choqué un petit peu quand il parle de Jules Verne et qu'il explique très clairement que Jules Verne n'est pas bien écrit, etc. Pourquoi pas? On a le droit de penser que Jules Verne n'est pas bien écrit. Moi, je pense le contraire. Moi, je pense qu'il y a des pages de Jules Verne exceptionnelles. Ça ne veut pas dire que tout est bien. C'est des instants où quelqu'un professe ça, oui, on peut tout dire. On peut dire effectivement que Tartampion c'est de la merde, où se placent les jugements voilà. Ça, c'est une chose. Et la dernière chose que je voulais dire, ce qui me gêne un peu, c'est d'installer systématiquement le fait que toute critique est bonne, il casse la promotion en faisant ça. Et ça, je peux le comprendre. Cet argument est très recevable. Dès l'instant où on fait la promotion, vous êtes content, dès l'instant où on vous critique, vous n'êtes plus content. Ça, j'entends ce discours. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'il ait été gravé dans quelque marque que ce soit le fait que la critique était nécessaire, la critique négative. Moi, je pense que quand on n'aime pas quelque chose, ne pas en parler, c'est la meilleure des solutions. Quand on passe 10 minutes à flinguer Valérie Mérès, qui vient d'écrire ses mémoires, dont tout le monde se fout éternellement, on lui fait vendre 20 000 bouquins, donc on a fait la promotion de Valérie Mérès, en la descendant. Il n'y a pas de mauvaise publicité, comme on dit. Oui. Ça, c'était une... Donc, c'est ça la réalité. Après, moi, je trouve que, je ne vais pas réinventer les choses, ni une émission, mais Ruquier dirait à ces deux types qui ont leur intelligence intrinsèque, venez défendre dans l'actualité quelque chose que vous avez adoré, venez défendre ça. Et il y aurait sur le plateau, après, des mouvements de plateau entre les gens, dire moi non, j'ai pas aimé parce que c'est ok, mais les types défendraient quelque chose de positif, et je pense qu'on irait vers quelque chose de positif. Alors que là, on cherche le clash permanent, on cherche un peu artificiellement d'ailleurs. Totalement artificiellement. Donc bien sûr qu'on va toujours dire la même chose, sur 80 invités, il y a eu 10 clashs, et on retient que les clashs, d'accord, mais en réalité, je ne suis pas convaincu que flinguer, même des mecs que j'aime pas du tout, des écrivains que je trouve médiocres, etc., je vois pas à quoi ça sert. Ne pas parler de gens qu'on n'aime pas, c'est quand même un moyen plus efficace. Le silence est le plus grand des mépris. Le silence est le plus grand des mépris, et voilà. Perdre du temps à dire du mal de quelque chose qu'on n'a pas aimé me semble assez abscon. La meilleure solution, c'est de ne pas regarder l'émission, tout simplement. On est bien d'accord. Et de lire donc les livres de Gordon Zola, donc au Léopard masqué. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. À bientôt.